Il est 19h passé de 5 minutes. Yorana, bienvenue dans cette édition. Voici les informations développées dans ce journal. L'arrestation forcée du docteur Jean-Paul Théron provoque un tollé en ligne après avoir jeté des projectiles sur un huissier jeudi dernier et menacé la chef de la brigade de Haroué samedi. Les forces de l'ordre l'ont appréhendé ce matin au centre Manouiti de Paea. Placé en garde à vue, il a été auditionné à l'hôpital. Maître Stanley Cross répondra à nos questions par téléphone. Un nouveau départ pour la rentrée scolaire dans un contexte sanitaire encore fragile. La priorité est que les 49 000 élèves retrouvent le chemin de l'école quand 15% d'entre eux manquaient à l'appel le mois dernier. Autre défi du gouvernement, vacciner tous les jeunes gens. La vaccination pourrait être sûre pour les enfants de 5 à 11 ans selon les conclusions de 2 études. Les explications de Suliane Favnek dans un instant. Une première mondiale couronnée de succès. Les 8 patients polynésiens évacués en métropole sont arrivés sains et saufs après 24 heures de vol. Vous allez suivre leur transfert depuis le CHT de Taoné jusqu'à leur arrivée dans l'Hexagone. Un trafic de légumes voit-il le jour à la presqu'île? Les agriculteurs n'en peuvent plus des vols à répétition dont ils sont victimes depuis quelques temps. 300 kilos de production sont dérobés par semaine. Une enquête est en cours. C'est l'image du jour et elle suscite une vague d'indignation face aux méthodes des forces de l'ordre. L'arrestation musclée du docteur Jean-Paul Théron fait le tour des réseaux sociaux. Après avoir refusé de répondre à une convocation judiciaire, les gendarmes l'ont interpellé à la salle Manouiti de Paea devant les yeux outrés de quelques manifestants venus soutenir celui qui est poursuivi pour violence volontaire avec armes et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. James O. Lorenzo Marama et Heiji Enko. La scène est filmée par des partisans du praticien. Interpellé par des gendarmes, le docteur Jean-Paul Théron tente de résister jusqu'à se laisser traîner par terre. Postées sur les réseaux sociaux, les vidéos de l'arrestation seront partagées des milliers de fois et susciteront de vives réactions des internautes. Le docteur Théron en bas avec les menants. Après, ils ont fermé la porte pour que nous, on ne voit pas. Après, nous, on a forcé, il faut enlever la porte pour les protéger. Pour les lui, il a dit, hey, écoutez-moi, c'est calmez-vous. Faites comme un homme, on parle, hein, il ne faut pas faire comme ça de travail. Présent lors de l'interpellation, le Tavana de Paea tente de calmer les esprits, mais se dit surpris de la manière dont le médecin référent du centre médicalisé communal a été emmené. Les conditions dans lesquelles il a été maltraité pour si peu de choses. Puisqu'après, je me suis rendu compte, c'est parce qu'il aurait eu une altercation, j'en sais trop rien, avec un clerc d'huissier. Mais de là à traîner un docteur comme ça par terre, l'enfourcher dans une voiture comme un sac de linge ou comme un sac de patates pourries, c'est quand même assez surprenant pour des officiers de police judiciaire. Selon le procureur de la République, l'arrestation du docteur Théron n'est pas liée à ses prescriptions expérimentales contre la Covid-19. Il est poursuivi pour violence volontaire et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je tiens à souligner qu'en aucun cas, M. Théron ne fait l'objet de cette procédure judiciaire que je diligente pour des faits liés à son activité de médecin. Il est tout simplement objet de cette procédure en raison des infractions de droit commun qui ont été dénoncées. Transporté à l'hôpital de Taoné, le docteur Théron a subi une série d'examens pour déterminer s'il doit bénéficier ou non d'une prise en charge médicale prolongée. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de la déclaration du procureur Hervé Leroy sur notre site internet polynésielapremière.fr. Des images qui ont indigné jusqu'au sein des partis politiques comme le Tavini Huir Atira. Sans surprise, son président et maire de Faa, Oscar Temaru, apporte son soutien indéfectible à celui qui, je cite, a évité une issue fatale à de nombreux Polynésiens. Fin de citation. Un sentiment partagé par le maire de Paea et le député Moetai Broderson qui dénonce la brutalité de l'interpellation de ce jour. Jean-Paul Théron est toujours hospitalisé à l'heure où je vous parle et son audition s'est déroulée dans une chambre dite carcérale. Maître Stanley Cross, Yorana, vous êtes le conseil juridique de Jean-Paul Théron. Dites-nous d'abord comment s'est déroulée son audition.
Écoutez, il est en garde à vue depuis ce matin et puis ensuite il a été transféré à l'hôpital du Taoné et il est actuellement dans une chambre carcérale et on a eu une audition qui a commencé dans l'après-midi et ce n'est pas encore fini. Là, on va peut-être terminer d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il ne sait pas, il n'a pas répondu à cette convocation judiciaire? C'est pas qu'il n'a pas répondu à la convocation judiciaire. Il a expliqué qu'il est actuellement en train de soigner 80 patients et il avait simplement expliqué qu'il était peut-être il n'y avait pas d'urgence parce qu'il s'agissait d'un problème avec un huissier de justice. Il suffisait simplement d'attendre au moins que la crise sanitaire passe pour qu'on puisse, après à tête reposée, s'expliquer. Voilà. Et là, on est quand même en situation de guerre sanitaire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Et vous avez quelqu'un qui est en train de se battre tous les jours pour soigner 80 patients. Hein? Et vous pensez qu'il a la tête à aller s'occuper d'une convocation de justice? Ce qui importe pour lui aujourd'hui, c'est plus ces 80 patients que sa personne elle-même. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ce que je trouve absolument inadmissible de la part de la justice et de la part du procureur de la République, c'est de décider comme ça, de l'arrêter dans des conditions absolument scandaleuses, à croire que le Torté Téhéran est un terroriste, et le placer surtout en garde à vue et lui confisquer son téléphone et son ordinateur qui l'empêche d'être en contact avec ces patients-là. Aujourd'hui, il n'a plus aucune possibilité de se mettre en relation et en contact avec ces patients. Ça, vous pensez que ça, c'est normal? C'est justifié? C'est inadmissible et c'est scandaleux. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous devez de répondre à une convocation judiciaire. Maître, très rapidement, donc, quelles seront les suites? Est-ce que vous aussi, vous allez porter plainte parce qu'il a été interpellé de cette manière? De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le seul avocat. Il y a au moins 5 avocats qui se sont manifestés auprès de moi en soutien de Torté Téhéran. Et on aura l'occasion, nous les avocats, de pouvoir discuter et de voir les actions à mener. Mais il est certain qu'on ne restera pas là, parce qu'il y a déjà une chose qui est quand même absolument grave, c'est que placer en garde à vue un docteur qui a 80 patients qui suit en situation de crise sanitaire, je vais dire ça, c'est une atteinte à des personnes en danger, là, actuellement. Voilà. Et il y a des responsables et ces responsables-là auront à répondre vis-à-vis de la justice. Merci beaucoup, Maître Stanislas, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je vous en prie. Au revoir. Par ailleurs, le docteur Jean-Paul Téhéran fait aussi l'objet de poursuites disciplinaires. Jean-Ariel Bronstein, le responsable de la communication du Conseil de l'Ordre des médecins, apporte ses explications. Il sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Une fois encore, la rentrée scolaire se déroule dans un contexte sanitaire particulier. Les équipes pédagogiques doivent faire preuve de bienveillance et de tolérance, a insisté la ministre de l'Éducation. Vous le voyez, plus de 49 000 élèves ont été appelés à rejoindre les bancs de l'école. Ce lundi, à Mahaina, 65 enfants courageux sur 97 inscrits se sont levés malgré la pluie. James O'Hayar Itahiata et Hiro Terurutua. 7 heures ce matin, la petite école de Faretay ouvrait de nouveau ses portes aux élèves de Mahaina. Parents et grands-parents sont plutôt ravis de ce retour en salle de classe. Elle avait hâte de reprendre l'école, hein? Ah oui, tous les jours elle veut venir à l'école. Elle fait rester à la maison. Surtout que mes enfants ont vraiment envie de reprendre l'école, le chemin de l'école, donc oui, ils sont heureux de revenir à l'école. Ils étaient filles à la maison pendant le confinement? Pas forcément, mais je pense que ça leur manque aussi cette éducation, la maîtresse. Après, c'est différent, la continuité pédagogique à la maison. Donc, je trouve que c'est plus mieux aussi à l'école. Mais pour ce premier jour de rentrée scolaire, pas question d'aborder les cours de français ou de mathématiques. Une rentrée tout en douceur. La première semaine, nous n'avons pas encore abordé des apprentissages fondamentaux. Donc on va laisser un peu le temps aux élèves de revenir à l'école, de se réhabituer à cet environnement. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'ils ne sont pas revenus. Et donc voilà, donc les 3 premiers jours, ce sera surtout éducation musicale, art plastique et observer un peu comment les élèves se sentent dans ce nouveau retour à l'école.
Sur les 97 élèves de primaire et de maternelle que compte l'école Faretay, 37 sont absents ce matin. La directrice tient à rassurer les parents d'élèves. Le personnel communal, les enseignants et les élèves, ils connaissent les règles, c'est-à-dire les gestes barrières. On a déjà fait après le premier confinement et on a continué l'année dernière et à cette rentrée. Donc pour ça, ils connaissent. En attendant le retour de l'ensemble des élèves, les gestes barrières sont maintenus au sein de l'école Faretay de Mahaina. Oui, dans cette école, mais aussi dans tous les établissements, se conforment au protocole sanitaire instauré par les instances dirigeantes. À Bora Bora, le retour s'est déroulé en 2 phases. Ce matin, l'accueil était réservé aux élèves de 5e, 4e, 3e, seconde et les filières professionnelles. Cet après-midi, pour le reste des classes, une rentrée scindée donc pour permettre à tous de s'approprier les outils mis en place pour lutter contre la propagation du virus. Le proviseur du lycée Dominique Mériguet nous en dit plus au micro de Rosanam Ayhouta. On va apprendre aux élèves aujourd'hui comment se servir des solutions hydroalcooliques. Il y a une vidéo qui leur montre comment se laver les mains, une vidéo qui leur présente également ce qu'est la Covid pour les sensibiliser. Il y a une partie sur la vaccination, puisque nous avons déjà organisé 2 centres de vaccination dans l'établissement et un 3e va être organisé la semaine prochaine. La séquence 2, on va leur donner leurs emplois du temps définitifs. La séquence 3, on va leur présenter le protocole d'évaluation du travail qu'ils ont effectué pendant la période de confinement. Vous venez de l'entendre, la vaccination dans les collèges et les lycées, sujet sensible qui génère de fortes tensions et qui est parfois un motif de colère dans les manifestations. Les politiques diffèrent selon les pays et vous le savez, pour l'heure, seuls les enfants âgés d'au moins 12 ans sont éligibles. Mais des études sont en cours pour les plus petits, Juliane Favnek. Oui, tout à fait. Alors, on commence d'abord par la situation en Polynésie française. Il faut savoir que depuis le mois de juin, les enfants de plus de 12 ans peuvent être vaccinés et uniquement au vaccin Pfizer. Et donc, selon les chiffres de la Direction de la Santé, au 13 septembre, on comptait 41,50% d'adolescents qui ont reçu au moins une première dose. Des chiffres qui sont un petit peu plus importants au niveau de la métropole, comme vous pouvez le voir sur la courbe. Donc, on a une augmentation de la vaccination depuis le mois de juin. Et nous avons au 15 septembre 57,6% de ces adolescents qui sont totalement vaccinés et 69,1% qui ont reçu une première dose. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, seule la vaccination pour les plus de 12 ans est autorisée. Pour la vaccination des moins de 12 ans, pour l'instant, elle est écartée à la fois en métropole et en Polynésie, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et il y a un pays qui s'est lancé, c'est Cuba. Et donc, à Cuba, depuis le 15 septembre, la vaccination des enfants de 2 à 11 ans est tout à fait possible. Il faut savoir qu'il y a 95 mineurs qui ont contracté le Covid. Il y a eu au moins 7 décès. Autre pays à s'interroger, ce sont les États-Unis, où pour l'heure, la vaccination de 12 à 15 ans est possible. Nous comptons 3,6 millions qui ont reçu une première dose et 1,1 million qui sont complètement vaccinés. Mais depuis le mois de juillet, nous avons une augmentation de plus de 240% de cas pédiatriques de Covid-19. Alors, les États-Unis estiment que pour avoir une immunité collective, il faut vacciner les enfants. Et donc, comme vous l'avez dit, Ayata, il y a effectivement des études qui sont en cours et les premiers à diffuser des résultats partiels, je le souligne, c'est le laboratoire Pfizer et Biotech. Et donc, pour eux, le vaccin est sûr et bien toléré pour les enfants de 5 à 11 ans. Pour ces enfants, évidemment, les doses sont moindres et donc c'est 10 microgrammes par injection contre 30 microgrammes habituellement pour les plus âgés. Il y a une deuxième partie de cette étude qui doit être diffusée normalement au 4e trimestre et celle-ci va concerner la tranche d'âge de 2 à 5 ans ainsi que 6 mois à 2 ans qui ont reçu donc 2 injections de 3 microgrammes. Alors je rappelle quand même que d'abord ce sont des résultats partiels et qu'ensuite la vaccination n'est pas obligatoire en métropole comme en Polynésie française pour les adultes comme pour les adolescents. Merci beaucoup Juliane Favnek pour toutes ces informations. À noter qu'une requête en annulation sera déposée au Conseil d'État. Elle est à l'initiative de Richard Tuheyava, élu Tavini Huir Atira, et elle sera soutenue par les autres membres du parti, ceux notamment qui se sont prononcés contre la loi de pays sur l'obligation vaccinale. Je le rappelle, elle sera effective le 23 octobre.
La grève des transporteurs scolaires pénalise 800 élèves à Taha. Faute d'entente avec la ministre de l'Éducation, les bus n'ont pas été démarrés. Résultat, les établissements scolaires étaient quasiment vides en ce jour de rentrée. Le reportage sur place de notre correspondant Hiti Manaki. Une scène inimaginable. En pleine rentrée scolaire, portail fermé et salle de classe quasiment vide, 800 élèves n'ont pas rejoint les bancs de l'école ce lundi. La faute aux transporteurs scolaires en grève. Seuls les écoliers pourvus de véhicules répondent à l'appel. En général, votre enfant prend le truck, le transport scolaire le matin? Tout le temps. Tous les jours. Et le retour se fait par truck? Le retour, pareillement. Et donc aujourd'hui, vous ferez comment? Je suis amené à l'amener tous les jours et à venir la récupérer. Voilà. Écoutez, ce matin, quand il n'y a pas de truc, alors aujourd'hui, c'était un peu la rush. On est obligé de se démerder par soi-même. Mais tous les jours, normalement, il doit prendre le truc. Mais là, ce matin, il n'y a pas de truc, alors les parents se débrouillent. Voilà. Un taux d'absentéisme avoisinant les 61% pour les écoles de Taha. Les deux parties campent sur leur position. Hors de question pour le ministère de l'Éducation de rémunérer les transporteurs à l'arrêt pendant le confinement. Les chauffeurs de truck, eux, demandent une compensation car écartés des aides du pays. Je ne vous cache pas qu'hier soir, j'ai appelé le président des transporteurs des deux GIE pour lui dire, après leur réunion, parce qu'ils sont en réunion en ce moment, de venir à la mairie pour qu'on puisse discuter un peu. Voilà. Là, aujourd'hui, on s'est réunis et on a décidé ensemble qu'on ne va pas rouler demain, mais que ce soir, on a une grande réunion ensemble et pour définir l'avenir, la suite. Voilà. Après une longue discussion avec tous les services concernés, la décision a été prise. Les élèves de Taha iront à l'école par leurs propres moyens. Dans un communiqué diffusé hier, la ministre appelle les prestataires du transport scolaire de Taha à leur responsabilité et à leur professionnalisme. Christelle Lehartel demande également de respecter les termes des contrats signés avec le pays. La situation épidémiologique, elle s'améliore un peu plus chaque jour, même si des décès surviennent encore. 6 sont à déplorer ces dernières 72 heures. Les hospitalisations repassent sous la barre des 200. 185 patients sont encore hospitalisés. Un nouveau carré s'affiche aussi, vous le voyez, il s'agit de malades post-Covid pour qui la convalescence s'éternise et qui nécessitent un programme de soins. Ils sont 103 et ils font partie de ceux qui bénéficieront des concentrateurs d'oxygène offerts par un mécène américain, 480 appareils exactement. Avec cela, 15 000 blouses médicales et 100 000 gants d'examen. Un don évalué à 120 millions de francs pacifiques. Une louable initiative que le gouvernement doit à Marc Benioff, PDG de la société Salesforce. Ce matériel sera remis à la Croix-Rouge avant d'être distribué dans différentes structures de santé. Plus de détails avec le ministre Jacques Raynal. Il répond à Jérôme Lee. À la fin de la crise aiguë, vous avez des personnes qui se retrouvent dans ce que l'on appelle une situation de Covid long, c'est-à-dire une atteinte pulmonaire qui ne s'abaisse que très lentement, un besoin en oxygène malgré tous les soins qui ont pu être prodigués pendant la crise aiguë, de l'hospitalisation notamment, et ces personnes-là vont avoir besoin d'une suppléance en oxygène pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'évacuation sanitaire de 8 patients polynésiens est une réussite. Plus de 20 heures d'avion pour les transporter vers l'Hexagone. Tous sont arrivés vivants dans des structures de soins en Île-de-France. Une équipe de France 2 était dans les coulisses de l'opération. Manouéa, reportage. Une première mondiale réussie par une équipe française. Une réanimation volante installée dans un Airbus A350. Presque 24 heures de voyage pour des malades Covid intubés, évacués depuis Tahiti vers Paris. Il faut que le patient puisse prendre l'avion, donc qu'il n'ait pas trop d'oxygène, qu'il n'ait pas besoin d'avoir des dialyses, d'avoir des suppléances d'organes qui ne pourront pas être mises en place dans l'avion. Autre condition, que les familles donnent leur accord. Cette jeune fille l'a fait pour son père. Il y aura tout comme ici. D'accord.
Il y aura même un petit matelas pour qu'il soit bien. D'accord, ben, ça rassure beaucoup, merci beaucoup. Je me dis que c'est pour lui et c'est pour nous, pour qu'il aille mieux et voilà, donc ça va, ça me rassure. Au total, 8 patients vont pouvoir partir. Vendredi 20h, début du compte à rebours. Maruru tout le monde. Le chef des urgences remercie les soignants polynésiens qui passent le relais à leurs collègues de l'Hexagone. Allez. 4 ambulances assurent le transfert, sous escorte. À l'aéroport, tout est prêt pour le départ. L'embarquement, une étape délicate pour les patients anesthésiés. Le brancard passe dans l'élévateur. Attention pour décaler, décaler. Mais pas pour entrer dans l'avion. Dégagez le brancard. Seule solution, la technique de la tortue. À dos d'homme, inventée dans les TGV Covid. Ok, allez, on tourne. Là aussi, il a fallu s'adapter à un espace réduit. Je peux toujours le tendre. Encore, halte, posez. Les 8 malades sont maintenant installés, bien sanglés sur leur brancard. L'avion peut décoller. Direction Pointe-à-Pitre d'abord, 12 heures de vol. Le fond de l'avion est désormais un laboratoire médical. Patient 1, on a la capacité de faire quasiment les mêmes analyses que dans un hôpital. On peut faire les plus intéressantes et les plus contributives pour la prise en charge des patients durant le vol. Mais particularité et inconnue de ce vol, l'escale. 3 heures d'escale indispensables pour recharger le fioul, mais aussi l'oxygène. 18 cylindres, presque 60 000 litres. Le reste du vol est calme. Reste à gérer l'atterrissage au moment où la fatigue se fait le plus sentir. Après presque 30 heures de prise en charge... Voilà monsieur, on est arrivé à Paris. Mission accomplie. Coût de l'affrètement de l'avion et de la coordination logistique, 800 000 €. Soit plus de 95 millions de francs pacifiques. Les gendarmes tentent de mettre fin au trafic de légumes qui s'est mis en place à la presqu'île. Ce sont des centaines de kilos qui sont dérobés chaque semaine et qui engendrent une perte de 100 000 francs pacifiques selon Nelson Van Cam, un agriculteur de Af-Haïti. Les détails avec Rowan Potourou et Patita Savia. Comme chaque matin, c'est le même rituel, récolter un maximum de légumes pour les ventes du jour. Un véritable défi que Nelson relève à chaque fois sur ses 45 hectares cultivés en agriculture raisonnée, et ce, sans irrigation. Seul point noir au tableau depuis quelque temps, les vols à répétition dans ces parcelles, soit près de 300 kilos de légumes dérobés par semaine. En grande partie, ils volaient les choux, les concombres, les maïs, les potas, les poivrons, et on a estimé un préjudice de 100 000 francs par semaine à peu près. C'est énorme. C'est énorme. Ça représente beaucoup d'argent, mais pour le plus petit, c'est encore plus dur. Ils vivent que de ça. C'est trop. 2 à 3 fois par semaine les vols, c'est trop, effectivement. Pour tout le monde, c'est pas bon, quoi. Et si on fait rien aujourd'hui, ben, ils vont continuer. Après avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie de Travaux, 3 individus ont été interpellés. Un groupe organisé, âgé de 20 ans à 40 ans, sans emploi. Ils louaient des véhicules, ils se stationnaient un petit peu plus bas et ils montaient à pied avec des lampes frontales, dérobaient tout ce qu'ils pouvaient dérober en termes de fruits et légumes, pour ensuite le revendre sur les étals de bord de route ou eux-mêmes les revendre eux-mêmes afin de tirer le maximum de bénéfices. Beaucoup de pertes. Ce qu'on prend, on ne gagne presque rien. Le bénéfice est parti avec eux. En plus, tes ventes durant cette pandémie, c'est difficile? Oui, tout est difficile. Hein. Déjà, on fait que pour payer les travailleurs et en plus, il y a le vol par derrière. Un vol, ça reste un vol. À l'heure actuelle, l'enquête se poursuit pour rechercher d'autres groupes impliqués dans ces vols. Pour ceux détenus en garde à vue, ils seront déférés devant le tribunal correctionnel pour répondre de leurs actes. C'est la fin de cette édition. Voici l'information principale du jour. Après avoir refusé de répondre à une convocation judiciaire, le docteur Jean-Paul Théron a été interpellé ce matin au centre de soins de Paia. Une interpellation musclée qui a provoqué l'indignation de certains habitants et du Tavini Huir Atira. Victime de malaise, Jean-Paul Théron a été admis dans une chambre dite carcérale au CHT de Taoné et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour violence volontaire sur huissier et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Selon son conseil juridique, Maître Stanikros, qui s'est exprimé dans ce journal, 5 avocats sont prêts à préparer sa défense et une réponse judiciaire sera apportée après l'interpellation jugée scandaleuse par Stanikros. Une information qui est également à la une de Tahiti Info demain. Le journal titre sur le docteur Théron qui déchaîne les patients. Merci de nous avoir suivis. Retour des informations demain matin en radio dès 5h avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natoua. Je vous dis à demain pour un nouveau journal. Belle semaine et prenez soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.